les rencontres bâtiment énergie positive, en partenariat avec l'ADEME, vers la transition énergétique. Alors je vais juste commencer par une présentation un tout petit peu générale. Yannick Régnier, donc responsable de projet au Clair. Le Clair est un réseau associatif. Alors aujourd'hui, on se qualifie de réseau pour la transition énergétique. Et on est une association donc environnementale spécialisée sur les questions d'énergie. On rassemble 200 membres, à la fois associatifs, entreprises et personnes publiques partout en France. Ça y est, la présentation est arrivée, c'est parfait. Alors, initialement, je devais faire cette présentation seul, mais il se trouve que le passage de la ministre hier matin sur ce même stand a bouté mon voisin de droite vers une salle parallèle dans laquelle il n'y avait pas de régie, pas de public. Donc, on a décidé de la refaire ensemble, tous les deux aujourd'hui. Et finalement, j'en suis très content parce que quand je fais une intervention tout seul, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu théorique. Dans la mesure où moi-même je suis chargé de mission dans une association basée à Montreuil à côté de Paris, et comme je parle de territoires ruraux et que je suis ni élu ni vraiment d'un territoire rural, c'est toujours un petit côté gênant. Donc Pierre Deleuze qui est avec moi, qui est vice-président à l'économie de la communauté de communes du Menet dans les Côtes d'Armor, va témoigner sur la dynamique d'un point de vue économique essentiellement au niveau de la communauté de communes. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le réseau des territoires à énergie positive qu'aujourd'hui j'anime au niveau national a été finalement co-initié par la communauté de communes du Menet et par le Clair en septembre 2010 maintenant, à l'occasion justement des premières rencontres qui ont été organisées à l'initiative du Menet et sous son pilotage. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui étaient là ce matin à la conférence Région ADEME, parce que comme j'ai fait une version courte de ma présentation, j'ai repris la même que ce matin, donc je vais faire un petit peu vite. Donc, présenter les territoires à énergie positive. Qu'est-ce que c'est un territoire à énergie positive ? Très simplement, c'est un territoire qui vise à couvrir ses consommations d'énergie par des productions d'énergie renouvelable locales. Donc, un territoire 100% renouvelable, qui suit les 3 principes directeurs de la démarche Négawatt: sobriété énergétique, efficacité énergétique, énergie renouvelable. Mais derrière ça, c'est un petit peu plus, c'est aussi en fait une manière de réintroduire l'énergie au sein, en règle générale, d'une problématique de développement durable du territoire. Et donc, c'est le titre de l'intervention, un engagement politique, stratégique et systémique pour un développement durable du territoire. Alors là, c'est très amusant parce que c'est un transparent que je présente régulièrement, mais en fait, ça traite que de la communauté de communes du Menet. Donc c'est pas du tout de circonstance, c'est vraiment pour moi un peu l'exemple archétypal de la dynamique. Et d'ailleurs, au niveau national, en termes de conceptualisation, entre guillemets, du territoire à énergie positive, une grande partie de ce qui est fait vient de la dynamique initiée dans le Menet et d'un certain nombre d'autres collectivités fondatrices aujourd'hui du réseau. Ça, c'est juste un panorama en images sur lequel Pierre pourra revenir. Grosso modo, qu'est-ce que c'est une démarche de territoire à énergie positive ? C'est de constater sur des territoires essentiellement ruraux qu'on a des ressources, qu'à partir de ces ressources et avec un certain nombre d'acteurs motivés, donc ça c'est l'énergie positive humaine, on peut mener des projets sur l'énergie. Et ces projets-là sont des projets individuels, mais généralement collectifs et à intérêt territorial, c'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose au territoire. Et donc l'exemple sur lequel reviendra très longuement Pierre Deleuze, c'est qu'à partir d'un certain nombre de projets, on peut initier une démarche globale de développement économique du territoire. Et c'est l'image à droite que j'ai encadrée, qui est aujourd'hui une pépinière d'entreprise dédiée aux énergies durables dans le Menet. Et puis la stratégie va encore plus loin, on y reviendra largement. Alors là, je ne sais pas si le... Ah oui, non, pardon. Si vous avez à l'écran, je ne sais pas si la taille est tout à fait satisfaisante pour lire ce diagramme, mais l'idée, c'est vraiment de dire, on ne part pas finalement sur l'énergie simplement par rapport à l'enjeu climatique, qui est une approche assez fréquente, notamment dans les discours pour motiver, on va dire, l'engagement politique au niveau d'un outil comme le plan climat-énergie territorial. L'idée, c'est qu'on va balayer finalement des objectifs politiques beaucoup plus larges, de l'ordre du développement économique, de l'ordre de préoccupations sociales, de préoccupations environnementales, mais non pas seulement globales, telles que le changement climatique, mais aussi locales. Et ça, c'est le cas de l'unité de méthanisation, par exemple, du Menet, qui est une unité de traitement environnemental des lisiers, en particulier, issue de l'exploitation porcine. Et donc,
finalement, il y a énormément de raisons pour lesquelles se lancer dans cette dynamique-là. Et je dirais que chaque territoire choisit un peu ses pétales là, dans cette marguerite par rapport à ses préoccupations locales. Et il y a assez peu de temps, j'ai entendu un terme moi, qui m'a beaucoup plu, qui est celui de terroir énergétique, ou terroir d'énergie. C'est très français. En gros, chaque territoire a son AOC énergétique et, disons, sa propre recette à mettre en œuvre. Alors ça, c'est une logique juste un petit peu globale pour expliquer. Territoire énergie positive est une marque déposée aujourd'hui. Elle a été déposée pour être protégée de toute utilisation un petit peu contraire à ses origines et puis surtout à ce que portent les collectivités qui sont fondatrices du réseau. Et on développe un certain nombre de choses à plusieurs échelles, notamment au niveau européen. Je coordonne un projet européen à travers lequel, par exemple, aujourd'hui, on définit un ensemble de critères pour caractériser les territoires à énergie positive et les reconnaître, c'est-à-dire les identifier. Et cette définition-là, plutôt que de la faire seulement au niveau français, on l'a fait au niveau de 10 pays aujourd'hui, dont l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et un certain nombre d'autres pays. Donc au niveau national, il y a une dynamique d'animation que je vais un tout petit peu détailler derrière. Et après, on a tout un ensemble de collectivités locales. Ce matin, par exemple, la région Aquitaine et la région Rhône-Alpes témoignaient sur des politiques et des démarches autour de cette notion de territoire à énergie positive. Ils ont mis en place des appels à projets, il y a des dynamiques de généralisation. Et on peut encore descendre au niveau de toute collectivité intermédiaire, jusqu'évidemment au territoire qui, lui, implémente la politique. Alors donc, au niveau national, 4 services principaux que nous, en fait, qui correspondent à l'animation moi, que j'effectue au niveau national. Premier niveau, c'est la quantification. Un territoire énergie positive, comme je le disais, c'est avant tout un objectif. Et cet objectif-là, c'est 100% renouvelable sur un territoire. 100% renouvelable avec de la production d'énergie renouvelable, mais bien sûr, aussi avec des diminutions de consommation. Moins on consomme et plus c'est facile d'être 100% renouvelable, pour faire simple. Et l'idée, c'est que nous, au niveau du Clair, on anime depuis maintenant 6 ans, ou voire un petit peu plus, une action qui s'appelle la Ligue UNR, qui est une manière très ludique en fait, de comptabiliser les installations énergie renouvelable sur les territoires. Et à partir de là, on va estimer de manière assez grossière, mais qui donneront vraiment une idée générale du degré d'autonomie énergétique des territoires. Alors c'est très ludique, on peut le voir avec les petites images, hein, ça mène lieu à une analogie avec le foot et puis des photos qu'on fait régulièrement chaque année pendant une remise de prix. Alors le cœur évidemment l'intérêt de ce réseau, ce sont les échanges qui vont avec. Donc échanges entre territoires qui sont engagés, politiquement motivés, qui veulent agir et donc qui sont intéressés par savoir ce que font les autres. Le point focal de ces échanges, on le voit à droite, ce sont des rencontres annuelles. Donc les premières le cycle a été initié par la communauté de communes du Menet en juin 2011, a été poursuivi en septembre 2012 dans la Biovallée, qui est un territoire assez vaste au nord de la Drôme. Et cette année, donc, ce sera à Cluny, en Saône-et-Loire, donc au sud de la Bourgogne, les 5, 6, 7 juin 2013. Une autre logique, c'est celle petit à petit, à travers ces échanges, de faire monter en compétence les collectivités. Alors les élus, dans une certaine mesure, mais aussi toutes les équipes qui accompagnent les projets des collectivités pour monter concrètement les projets sur les territoires. Et il y a une partie aussi qui est un petit peu du faire valoir son point de vue, donc c'est la partie lobbying, c'est aussi comment faire monter les besoins de ces territoires ruraux, en particulier en ce moment dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Et comme le Clair est très impliqué dans ce débat, on a vraiment un canal via lequel on peut faire passer des idées. C'est ce que je disais. Donc, en fait, l'objectif principal du réseau, c'est que les territoires se reconnaissent entre eux. Et moi, on m'a plusieurs fois demandé, notamment des journalistes, mais qui sont les territoires à énergie positive? Et j'étais un peu en peine d'avoir finalement une manière de trier ceux qui le seraient de ceux qui ne le seraient pas. Et en fait, le but, du coup, ça ne va pas être de trier, mais ça va être quand même d'établir un certain nombre de critères à travers lesquels les collectivités vont être en capacité de voir qu'est-ce qui fait l'essence, l'esprit du territoire à énergie positive, de voir où elles en sont elles-mêmes, aussi de faire le point pour que d'autres territoires puissent échanger, savoir qui fait quoi et puis rentrer dans une dynamique d'échange d'expérience. Et puis s'améliore sur différents champs
pour lesquels d'autres sont meilleurs, et puis chacun a ses avantages, on va dire, sur les territoires, puis tout le monde essaie de progresser un petit peu dans tous les domaines. Et comme je le disais, c'est quelque chose qui a été défini au niveau européen, donc on aura aussi une dynamique, finalement, c'est particulièrement intéressant en France parce qu'on a beaucoup à apprendre de nos voisins, du Nord et de l'Est en particulier, et donc de voir qu'est-ce qu'ils font sur leur territoire, quels sont les outils, les véhicules juridiques, techniques, financiers qu'ils utilisent. Tac. Et le dernier point, un point plus méthodologique sur, grosso modo, comment développe-t-on une politique locale de l'énergie, quelles sont les étapes clés. Typiquement, le MENE a fait plusieurs voyages d'études justement dans d'autres pays pour voir comment ça se passait. Et c'est vraiment des moments où à la fois la motivation monte beaucoup et puis surtout on apprend énormément. Et donc on est en capacité derrière de plus facilement de mettre en œuvre des projets. Voilà, je m'arrête là et puis je vais passer la parole à Pierre pour un discours un peu plus axé économie et sur un cas concret qui est son propre territoire. Merci à Yannick, merci beaucoup. Et je crains un petit peu qu'après le dynamisme qui a rendu si efficace et si rapide la présentation de Yannick, on ait l'air de se traîner un petit peu. Avant de passer à une présentation appliquée à un territoire, à une présentation appliquée à un exemple concret, mais présentation après tout du même sujet, la présentation de l'un des territoires du réseau TEPOS. Je voudrais quand même vous demander s'il y a une ou deux questions que vous souhaiteriez poser dès maintenant à Yannick sur le réseau en général. Sans quoi, on y reviendra aussi. On pourra y revenir aussi. Vous pouvez faire mûrir vos questions. Non, bon, les questions seront pour après, celles que vous aurez envie de poser ou que d'autres arrivants ensuite auraient envie de poser. J'aurais envie de sauter tout de suite sur une phrase qui m'avait énormément frappé dans un bouquin du principal animateur du pays du Mené, du principal refondateur d'une activité dans le Mené qui était un pays qui se mourait dans les années 30, 40, 50. Cette phrase, c'est « la marmite commence toujours à bouillir par le fond ». Alors, est-ce que je prends ça comme exemple parce que Lyon est un pays de gastronomie ou parce qu'on sort de table depuis peu de temps, j'en sais rien, ou est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'une utilisation de l'énergie, après tout? La marmite commence à bouillir par le fond. Ceci, c'est la phrase clé parce que dans le Mené, c'est bien à partir de réalités et de besoins d'agriculteurs que tout a démarré. Alors, ça a démarré il y a déjà un certain temps. Il faut savoir où, en effet, pour bien mesurer. Au cœur de la Bretagne, un territoire entreprenant, visant l'autonomie énergétique, c'est bien le réseau des territoires à énergie positive. La Bretagne, c'est une région très dynamique, dynamique en économie, dynamique en population, et dynamique en emploi, encore que la crise puisse s'y sentir aussi. Selon les parties de la Bretagne, on la sent beaucoup ou pas beaucoup. Les infrastructures sont performantes, satisfaisantes, alors qu'autrefois, la Bretagne était en retard en matière de route. Et d'un coup, on saute de la Bretagne. Je vais revenir en arrière tout de même. En plus sombre, vous avez les Côtes d'Armor, la côte nord, les Côtes d'Armor. C'est là que nous sommes. Mais si d'un coup, on bondit vers la communauté de communes du Mené, on va y aller là, voilà, on voit la vraie dimension. C'est pas très gros. C'est pas très gros. Il y a 7 communes. Il y a un peu plus de 6 000 habitants, 6 000 et quelques centaines. Et puis, c'est vraiment perdu dans le milieu de la Bretagne. On a dit que les infrastructures sont bonnes, mais elles sont loin. Cette diapo ne montre pas que nous sommes assez éloignés des axes. Et après tout, entre 2 axes parallèles, mais qu'on ne rejoint pas en 3 minutes. Du coup, comme ce pays était un pays de Landes, un peu isolé, loin de tout, la devise « Le Mené, un pays qui ne veut pas mourir » a été à la base de toute une série d'actions qui, bien avant de penser à l'énergie, à la planète, à l'environnemental, ont été des actions indispensables pour éveiller tout ça. À partir de 1965, et effectivement, les habitants du territoire, pour faire vite, ont pris leurs affaires en main. Le Mené, qui était d'abord un pays qui ne veut pas mourir, est vite devenu un pays qui se prend en main, parce que les gens, dès la première réunion,
où ils ont été convoqués par des leaders spontanés, des meneurs spontanés, issus quasiment tous de l'agriculture, ont réagi à toute vitesse, ont réagi au quart de tour. En effet, dès la première réunion destinée à parler de l'avenir et à voir comment sortir du déclin, ça a été 350 personnes. Ensuite, ça s'est structuré. Des comités sur diverses thématiques se sont juxtaposés. Un comité d'expansion rassemblant tout ça a été créé et on a donné lieu au démarrage d'une expérience qui était plus qu'une expérience, enfin d'un modèle que des tas de sociologues maintenant, il suffit de frapper sur le clavier, enfin sur les touches d'un clavier Internet, que des tas de sociologues ou d'auteurs parlant de développement rural ont cité, médiatisé, repris. La première phase a été une modernisation de l'agriculture, mais il est devenu clair après une soixantaine d'années qu'on avait de nouveau besoin d'une réflexion fondamentale, qu'il fallait reprendre un peu tout à zéro, parce qu'on ne pouvait pas sans cesse, avec les exigences environnementales que l'on connaît aujourd'hui, et pas dans les années 65-70, et avec la mondialisation qui est évidente, on ne pouvait pas continuer sur un modèle d'agriculture entièrement intensif, ne se souciant pas des réglementations par ailleurs mises en place, et ne se souciant pas de l'avenir des gens du Mené. Je crois qu'on ne comprendrait pas très bien d'ailleurs tout ça, si on ne disait pas aussi que pendant cette grosse période de développement des années 65-2000, pour faire vite, le Mené a eu une grande chance, c'est qu'un abattoir qui avait eu d'abord des grosses difficultés, mais a été repris par un grand groupe de distribution, par le groupe Leclerc, il n'y a pas de raison de le cacher, je ne suis pas là pour le représenter, j'ai aucun lien spécial. Cet abattoir qui était devenu une très grosse entreprise agroalimentaire, beaucoup plus diversifiée que l'activité abattoir, et qui fournit à peu près la moitié de la viande et de la charcuterie du groupe Leclerc en France, est bel et bien installé dans le Mené. Alors ça compte, parce que autrement on pourrait croire que je vends de l'Orviétan et des pommades à miracle. En réalité, si le Mené a pu faire beaucoup de choses, c'est notamment parce que la présence de cette entreprise est un doping et surtout une source de recettes pour le budget communautaire, une source d'impôts. Kermené, cette entreprise, a créé dans le Mené 2200 emplois à peu près, un peu plus au total d'ailleurs dans cette partie de la Bretagne, dans les 2600. Et ceci dans une communauté de communes, on l'a dit, de 6000 habitants. 2000 emplois, ça compte, et des gens viennent travailler chez nous en venant de la ville ou en venant d'autres agglomérations rurales qui ne font pas partie de notre communauté. Après cette phase, donc, et avec la présence de cette entreprise, lorsqu'on s'est dit « et maintenant que fait-on ?», on s'est dit aussi « cette entreprise n'est pas forcément éternelle », je vous rassure, actuellement elle va très très bien, n'est pas forcément éternelle, il vaut mieux songer à la diversification pendant qu'elle va très très bien. Si elle va très très bien à perpétuité, la diversification de toute façon ne fera pas de mal, et elle pourrait délocaliser, elle ne le fait pas mais elle pourrait tomber. Essayons d'imaginer ce que notre territoire pourrait engager comme démarche. Et là, la réponse a été une réponse de bon sens. Tout ce développement est un développement qui part des agriculteurs et la marmite commence à bouillir par le fond. Donc, on a quoi ? On a du vent, oui, on est en Bretagne. On a de la biomasse, oui, certainement. On a du bois, du soleil tout de même. Assez pour que la rentabilité d'installation photoélectrique puisse exister, pas assez pour qu'on puisse rentrer en concours, en compétition directe avec les régions du Midi. Et puis, dans la biomasse, on a des choses variées. Je vais parler du bois, mais il y a aussi effectivement le lisier des élevages porcins. Et on est sans cesse sur la sellette de l'accusation des territoires de l'aval, la côte bretonne, enfin de l'aval, la partie aval de nos cours d'eau. Nous sommes sur un château d'eau, la côte, l'algue verte, etc. Donc effectivement, si on se souciait de ces ressources, dont certaines pourraient bien être des handicaps, comme le lisier, si on n'en fait rien, on pourrait peut-être diversifier et redonner une deuxième étape de vitalité. Et on pourrait aussi pérenniser une activité agricole dont le positionnement désormais n'est plus si évident avec l'évolution des contextes ambiants. Sur cette base, du vent, du bois que l'on a d'abord surtout envisagé hors forêt, parce que, contrairement aux images qu'évoque Brocéliande, l'enchanteur Merlin, la Bretagne est la moins forestière des régions françaises,
mais elle a beaucoup de bocage, beaucoup de haies, beaucoup de talus sur lesquels poussent des arbres, gros, petits et moyens. Et le lisier, la biomasse d'origine animale, on s'est dit qu'on pouvait essayer de réfléchir sur la valorisation. Pour le moment, du moins il y a une dizaine d'années, au point de départ, on avait commencé donc par un travail sérieux de dénombrement. D'où va-t-on partir? On part de consommation valant 16 700 tonnes d'équivalent pétrole par an, 4 900 tonnes d'équivalent pétrole de carburant, donc 2 500 d'électricité spécifique, 9 300 tonnes d'équivalent pétrole de chaleur. Et au point de départ, 90% de cette grosse dépense énergétique quitte le territoire. À la réflexion, on a constaté qu'on pouvait lancer 4 projets, vendre de l'électricité, produire de la chaleur, produire du carburant et finalement constituer autour de ces énergies renouvelables un pôle économique. Un pôle de compétences en énergie renouvelable qui, pour son développement, considère comme nécessaire, bien sûr, bien que nous ayons une conception très action autonome, très optimisation des moyens locaux, je dirais plutôt, ce développement qui devrait nous conduire vers l'autonomie énergétique, nous envisageons de le faire, oui, mais avec d'autres, car c'est comme ça qu'en échangeant les bonnes pratiques, comme ça qu'en mutualisant certains efforts, en échangeant, on pense pouvoir améliorer le tri entre les bonnes et les moins bonnes solutions et activer le mouvement. Et autonomie et solidarité sont presque synonymes dans ce cas-là. Ben, de fait, il faut être assez sûr de soi et savoir où on va pour oser l'accord et le vivre harmonieusement, effectivement. Dans ce modèle, on a suivi une première étape qui était de promouvoir, de soutenir ce que les collectivités, de manière extrêmement synergique et interactive avec les forces vives locales, pouvaient développer. J'ai parlé dès le début de cette marmite qui chauffe par le fond, c'est dire que les projets sont bien partis de la base, et la base, c'est à la fois les agriculteurs, les associations, les élus locaux. Dans ce projet, du coup, tout le démarrage a été largement collectif. Bien souvent, économie sociale et solidaire, et très souvent, initiative provenant de groupes de réflexion spontanés qui rassemblaient l'expression de certains besoins, l'expression de compétences et d'envie, et des acteurs publics ou collectifs. Là, tout d'un coup, la première phase étant, disons-le, gagnée, il est possible de jouer une deuxième étape de développement qui sera la partie la plus présente et futur immédiat de mon sujet. De fait, maintenant qu'on a préparé des bases solides et dont on va reparler, il paraît indispensable que tout ceci prenne un sens encore plus complet, c'est-à-dire que les projets d'énergie renouvelable du territoire, qui sont devenus des réalisations, conduisent surtout à des entreprises et à des emplois. Donc, comment le territoire peut-il être partenaire de l'entreprise, puisque c'est par l'entreprise que l'on pourra marcher vers des créations d'emplois et des créations d'activités à sources plus diversifiées que les collectivités elles-mêmes. D'une part, on a une expérience. J'ai dit que l'entreprise Kermenay est là. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les liens entre l'entreprise Kermenay et, je dirais, l'autorité locale, la collectivité publique, sont des liens étroits, excellents. Kermenay s'est installé sur un territoire très étendu, avec d'emblée des problèmes d'eau et d'eau usée que la production elle-même créait, donc des problèmes d'assainissement assez difficiles, d'emblée des problèmes de remploi d'un certain nombre d'éléments, des problèmes d'espace, il leur fallait beaucoup de territoire, et tout ça, c'était ou l'échec ou une communauté de vue avec les communes et un accord sur la façon de faire avec les communes qui s'est enclenché très vite. D'autre part aussi en matière de desserte routière, en matière par exemple aujourd'hui de connexion très haut débit. Il est indispensable pour des collectivités comme les nôtres
d'être extrêmement attentifs aux besoins de l'entreprise qui nous assure bien plus d'emplois que nous n'en demandons sur notre territoire et à l'intérieur de nos frontières. Donc les échanges de vues sont permanents avec la direction de Kermenay et je dirais tout à l'heure peut-être que même dans ce qui est aujourd'hui la planification territoriale, les 7 maires des communautés de communes, de la communauté de communes, dont la couleur politique ne fait pas forcément nécessairement des soutiens nés d'une entreprise, je dirais, ces 7 maires ont associé la direction générale de l'entreprise à une grande réflexion sur Menée 2025, c'est-à-dire sur l'évolution de notre territoire et de ses choix de services, de ses choix d'énergie, de ses choix de développement territorial en général. Donc Kermenay y a été associé et il y est encore. On a encore 2 séances, 2 ateliers de chaque fois à 6 heures à tenir sur Menée 2025, thème par thème, avec l'assistance de la direction générale, pas l'assistance, la participation et la présence de la direction générale de Kermenay. Et dans ce contexte-là, puisque nous souhaitons bien entendu passer au stade développement de l'emploi par les entreprises grandes ou petites, maintenant c'est avec les entreprises plus petites que l'on souhaite poursuivre dans cette diversification, notre priorité est de créer des conditions de démarrage aussi faciles que possible pour ces entreprises. C'est-à-dire que le moment est venu de transformer l'essai de belles réalisations collectives en création d'emplois. Et pour cela, la politique de la communauté de communes, et c'est bien le sujet à entreprendre dans le Menée, est de préparer tout ce qui peut être porteur, utile, stimulant pour une entreprise qui démarre ou qui, dans son développement, vient créer une extension en Bretagne afin de compléter un maillage général du territoire hexagone. Ce n'est pas seulement les entreprises en création qui sont utiles pour donner sens à ce projet énergétique, ce sont les entreprises en général, artisans ou pas, branches filiales de grandes entreprises ou pas, implantation de production ou de distribution sur place. Cette nouvelle étape, nous l'abordons dans un contexte économique qui est à rappeler. Au départ, donc, une action qui était de style coopératif, je l'ai dit, avec à la base donc, des agriculteurs qui sont carrément des entrepreneurs, forcés de défier un certain nombre de contraintes, et dans une région, dans un pays où les entreprises agroalimentaires sont nombreuses, marchent bien et montrent que la réussite entrepreneuriale est possible. Qu'a-t-on fait avec tout ça? Donc, parce que chacune de ces réalisations est une entreprise, mais je vais être rapide là-dessus. D'une part, pour que l'accueil des entreprises soit efficace, une pépinière qui est là, dans laquelle il reste aujourd'hui sur 5 possibilités d'installation, il reste 2 ensembles bureaux-ateliers disponibles, car la pépinière comprend des ateliers et des bureaux. D'autre part, nous avons lancé, et elle existe et elle fonctionne, une unité impressionnante de 16 millions d'euros de méthanisation. Alors je dirais qu'il y a aussi un projet qui va se réaliser ultérieurement et qui n'a pas été oublié, mais qui pour le moment n'a pas pris corps, qui est un projet de méthanisation à la ferme. Mais nous avons donc une unité de 16 millions d'euros dont la particularité est quoi? C'est pas de faire de la méthanisation, c'est pas de faire 16 millions d'euros. Je dirais qu'il y a 2 particularités. L'une d'entre elles, c'est d'être un peu plus complète dans les productions, dans les résultats, que ce qui existe de semblable, c'est-à-dire qu'il y a production à la fois de chaleur, d'électricité, d'eau pure et d'engrais. Ce qui est spécifique aussi, c'est que pour cette utilisation de la chaleur, on veut décliner toutes les possibilités. On va sans doute créer une serre à côté de Géotexia, parce qu'il reste encore de la chaleur à utiliser. Pour l'eau pure, eh bien, l'eau pure qui sort du cycle, du process de l'entreprise, on va utiliser également cette eau pure en arrosant des miscanthus, des saules destinés bien sûr au broyage.
Et du coup, on essaye d'exploiter au maximum, de décliner au maximum. D'autre part, quant au modèle, bon, évidemment, la structure juridique, elle est classique, on n'a pas à changer la Constitution ni les lois, mais le modèle est un modèle de statut dans lequel les agriculteurs ont conservé la minorité de blocage et la présidence. Ce qui, pour un projet de 16 millions d'euros, là, devient quelque chose de franchement intéressant. Et dans ce contexte, on a pour partenaires des très grands, l'entreprise IDEX, qui est représentée ici, et on a pour partenaire la Caisse des dépôts, qui est le partenaire habituel des grands projets, et les agriculteurs sont là parce qu'ils avaient, eux, lancé le truc avec une CUMA, qui était le principal fondateur. Et oui. Sur la particularité de cette installation, c'est aussi une unité de traitement environnemental, on a évoqué les problématiques de qualité de l'eau, et aussi une unité qui permet la consolidation d'un modèle agricole d'entreprise de relativement petite taille. En particulier, donc parce que quand on évoque Carmenay, je pense qu'on évoque des élevages de porcs de grande taille. Il se trouve que dans le Menet, les éleveurs ont plutôt des élevages de petite taille. Et c'était aussi une manière de diversifier leur modèle économique. Absolument. Et oui, merci. Et aussi de faire que certains de ces élevages aient pu perdurer. Certains n'auraient pas eu la possibilité de se maintenir à un niveau de rentabilité satisfaisant s'ils n'avaient pas eu la possibilité d'exploiter aussi leur lisier dans le cadre du fonctionnement de cette opération biomasse. Et du coup, le modèle Carmenay est un élément fondamental du système. Pas Carmenay, excusez-moi, Géotexia. Géotexia, pardon, c'est le nom de l'unité. Bien, sinon, on revoit ce que je viens de dire là, à propos du capital. Pour donner une idée de la dimension de Géotexia, production possible environ 13 MWh, dont 11 injectés dans le réseau électrique, 50 000 m3 d'eau pure à la sortie, 5 000 tonnes d'engrais secs. Sur la base de Géotexia, une nouvelle idée est en train d'ailleurs de surgir, songeant que l'on a là un ensemble très cohérent qui exploite à fond toutes les possibilités du système, songeant aussi que nous avons, on va le voir, une filière bois énergie développée, puisque nos 7 communes auront bientôt chacune sa chaudière de plaquettes. Pour l'instant, il y en a 2, mais enfin, une troisième est déjà quasiment finie, 2 autres assez avancées, et ma commune est un petit peu, celle dont je suis le maire, est un petit peu à la traîne, et aura sa chaudière, je crois, l'année prochaine, étant donné la façon dont ça démarre. Donc les chaudières bois également, les éoliennes. Nous avons eu, comme tout le monde, la possibilité d'expérimenter combien il est facile en France, à condition de disposer de pas loin d'une dizaine d'années, combien il est possible en France de développer des parcs éoliens, moyennant quoi, malgré la difficulté que ça a pu représenter, celui des cimes du Menet, après environ 7 ou 8 ans, on est arrivé à un stade où l'on se dit les éoliennes seront là dans à peu près dans un peu moins d'un an, puisqu'on a commencé à creuser pour installer leur socle. Donc là, il y a un début de réalisation concrète. Un autre parc dans ma propre commune dont le dossier a commencé ses tours de présentation dans les administrations il y a environ 6 ans, sera prêt, je pense, dans 2 ans et demi. Une huilerie de colza créée également par une CUMA fonctionne. Et nous ne sommes pas un territoire pilote en matière, évidemment, de photovoltaïque. Toutefois, chaque fois qu'une installation peut avoir des ratios de productivité et d'efficacité satisfaisants, on le fait. Et notamment, par exemple, sur le toit des plateformes où nous stockons les plaquettes de bois servant au chauffage des communes. Donc les silos et plateformes de la filière chauffage bois donnent lieu également à l'installation de photovoltaïques, plus divers autres sites, bien sûr, sites agricoles privés, bâtiments des écoles, parce que le tarif de rachat d'électricité des écoles est satisfaisant. Là, pas toutes les écoles, mais plusieurs d'entre nos écoles s'équipent également en photovoltaïque. L'ensemble constitue, et j'avais commencé une phrase que je n'avais pas finie, une base suffisante pour qu'on se dise après tout, et c'est une autre façon d'exploiter tout ça, après tout, il y a une vitrine à facettes multiples et un stagiaire, un étudiant, un technicien qui veut se former, qui viennent dans ce territoire-là, peuvent y trouver à la fois des exemples concrets, palpables,
d'installation d'éoliennes et d'exploitation d'éoliennes, d'installation et d'exploitation de méthanisation en grand et bientôt peut-être en petit, de chauffage bois, d'huilerie, colza. Et du coup, pourquoi ne pas, alors là on en est à la réflexion et au démarrage, mais pourquoi ne pas faire de ce territoire aussi une base de formation sur les thèmes d'énergie renouvelable. Alors on peut dire voilà qu'il rêve encore. Enfin jusqu'à présent chacun de nos rêves s'est transformé en réalité tout à fait concrète et c'est la propriété je pense du Menet. Et quant aux formations, bah oui je pense que c'est pas forcément une folie puisqu'on nous en demande déjà beaucoup et que des groupes viennent et que des groupes, pour ces groupes il faut essayer de dégager des salles dans les bâtiments publics, il faut essayer de desservir correctement en connexion les formateurs et du coup ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à démarrer et à partir. Donc, tout cela a montré effectivement une vraie aptitude entrepreneuriale, mais dans un contexte, je l'avais déjà dit une ou deux fois, encore contexte, et c'est bien, mais ce n'est pas forcément suffisant, d'un terrain commun territorial, en choisissant chaque fois avec réalisme des structures qui comprennent en effet, qui permettent en effet de concilier l'intérêt territorial et puis l'intérêt des personnes qui se lancent dans le risque de création. Pardon, là je suis parti en arrière. Voilà, où en sommes-nous? Parce que la visée de départ, on l'a dit d'emblée, était 100%, était l'autonomie. En réalité, en 2012, alors que tout ça, je dirais, a démarré concrètement vers 2005-2006, en 2012, on a 24% de couverture des besoins énergétiques de la communauté de communes hors industrie et on vise pour 2020 73%. Si bien que lorsque nous parlons d'autonomie énergétique, ça ne veut pas dire que nous y sommes, évidemment. On en est loin. Bien entendu, si l'auditeur, quand nous parlons de territoire allant vers l'autonomie énergétique, a l'agréable illusion que nous y sommes déjà, nous ne nous précipitons pas forcément pour le détromper, étant donné que certains effets d'image positifs peuvent contribuer à faciliter nos efforts. Mais nous sommes néanmoins assez réalistes, et je crois que c'est une qualité de ce territoire, et sincère pour reconnaître que le taux de couverture est aujourd'hui de 24, mais que 24, c'est assez conséquent quand même dans un contexte comme celui-là. En allant vous préoccuper des questions de mobilité, c'est même quelque chose que les gens ne font pas d'habitude. Donc c'est peut-être le plus sincère que j'ai pu constater. Merci, mais c'est vrai que maintenant, grâce à TEPOS et aux possibilités d'auto-évaluation, nous n'allons pas rester seuls à être à la fois précis et sincères. Ça va être un objectif poursuivi par l'ensemble du réseau. Où en est-on alors avec quelques chiffres à l'issue de cette période? Il y a 27 millions d'euros investis dans le secteur des énergies renouvelables. 6 entreprises sont dans la pépinière. Là, je suis peut-être pas en accord avec les chiffres d'il y a 3 minutes parce que ça bouge. Les entreprises en création, ça bouge même plus que d'autres. Certaines viennent en remplacer d'autres, certaines tombent. Donc aujourd'hui, c'est pas tout à fait 6 entreprises, il y a de la place pour des nouvelles. Sont dans la pépinière qui est dédiée au métier de l'économie d'énergie. Cette pépinière qui est entourée d'une zone d'activité dont beaucoup de terrains sont encore aujourd'hui libres. 30 exploitations agricoles ont pu être pérennisées par Géotexia, on le disait. 50 exploitations ont eu des revenus complémentaires avec l'huilerie. Géotexia a créé 5 emplois. Tout cela développe évidemment autour de ces diverses unités une activité soutenue de restauration et d'hébergement et même une activité touristique puisqu'on a créé une route des énergies sur laquelle nous espérons bien ajouter chaque année de nouveaux points d'arrêt, de nouveaux sites à visiter. Route des énergies, qui est un petit peu une partie d'ailleurs de l'intention formation, mais cette route de l'énergie est l'occasion également d'une série de visites patrimoniales sur le territoire, et notamment de monuments, de sites classés ou de simples points de vue sur le paysage du Menet qui est beau. Et puis, last but not least, les investisseurs locaux ont été conviés à participer à certains des projets, à tous si on le pouvait, mais ce n'est pas toujours simple à monter. Et ça a été le cas pour le principal des 2 parcs éoliens que nous lançons. Et le ticket minimum est de 2 000 €, le ticket maximum est de 10 000 €. Mais avec tout cela, on est arrivé à rassembler, je ne suis plus très sûr de mon chiffre, 600 000 € je crois, sur le seul territoire de la communauté de communes. Donc avoir une participation non négligeable dans l'investissement et dans ses revenus, que l'on envisage à ce moment-là non pas comme
un placement en fonds à risque pour tirer une plus-value maximale un de ces jours si on introduit en bourse la nouvelle entité, mais plutôt comme une contribution sociale et solidaire, je dirais, mais apportant quand même un certain revenu qui, si tous les projets sont tenus et si la réalité confirme, devrait sur le long terme se situer à environ 10%. Tout cela donc a permis de créer un microclimat, mais socio-économique, je veux dire politico-économique, qui finalement est destiné maintenant à maximiser le potentiel de développement des entreprises. Pourquoi ? D'une part, il est clair déjà, et je crois que je ne vais pas y repasser beaucoup de temps, que les élus de cette collectivité sont entreprenants et que, comme il s'agit maintenant de transformer l'essai, ils sont plus que jamais désireux de fonctionner en partenaire des entreprises qui vont s'installer. La politique de développement est volontariste. Dès le début, je l'avais déjà dit, les entreprises ont été associées à la stratégie du territoire. Ça reste vrai dans le programme Mené 2025 que nous sommes en train d'élaborer. L'exécutif communautaire a pour priorité de transformer l'essai des initiatives locales en création d'emplois. Et disons-le, pour ceux ou celles d'entre vous qui auraient à choisir une implantation pour une activité nouvelle, notre volonté actuelle est d'amorcer cette phase par de vraies actions de promotion. Alors là, c'est ma partie un petit peu marketing ou ancien du privé, puisque j'ai passé dans des banques et des banques d'affaires toute ma carrière professionnelle et que je suis maintenant maire rural. C'est pour expliquer quelques petites disparités de ton entre le sujet et l'allure générale du bonhomme. Mais très fier, très très fier que la vie lui ait donné une troisième ou quatrième chance, et très fier d'avoir effectivement été convié à participer à l'expérience du Mené, qui fait partie des pics, des pointes, des tops d'une existence qui économiquement a été assez passionnante déjà. Mais c'est une fierté considérable que d'être maire rural dans le Mené, après avoir été banquier d'affaires, d'avoir eu à surveiller des traders, d'avoir participé à Lyon à des aventures d'aménagement du territoire de l'époque, qui était de recréer à Lyon un tertiaire supérieur dans les années 70, d'avoir en décembre 77 introduit Majorette. Pardon de cette digression, mais j'espère que son côté passionné, personnel, augmentera la crédibilité de la présentation, parce que c'est assez extraordinaire de vivre aussi ça et de voir d'ailleurs que l'échelle de valeur qu'on avait pu se mettre en tête quant aux capacités des gens, quant aux facteurs de développement, est une échelle de valeur qu'on peut être amené à revoir sur le tard ou pas très tôt, et que après tout c'est plutôt positif et stimulant de voir que l'éventail des valeurs peut être beaucoup plus considérable qu'on ne le pense. J'en remets une couche parce que moi j'ai commencé ma maigre carrière dans le nucléaire puis dans le pétrole, donc comme quoi la transition on peut la faire, quoi, y compris individuellement. Alors je ne savais pas que nous allions parler en stéréo comme ça, mais ça n'en est que mieux, et merci beaucoup. Bon, d'ailleurs on reste dans le ton là, parce que l'équipe qui aujourd'hui développe tout ça, comme vous le voyez, est une équipe en effet pluridisciplinaire. Nous avons la chance d'avoir Carmenet, et nous avons la chance d'avoir aussi un X comme promoteur conseil, comme point d'appui principal des élus dans le développement actuel du projet énergie et des réalisations énergie de notre communauté de communes. Un polytechnicien pour les gens qui ne seraient pas trop donc l'élite de la société, comme on dit entre nous. Bien, après tout, en tout cas, l'un de mes visiteurs au stand me faisait remarquer qu'en Bretagne, il y a Obélix, Astérix, mais Marc Térix aussi, Marc Théry qui est X. Voilà, disons-le. Un directeur de communauté de communes de haut niveau, un animateur économique que je suis ravi d'avoir avec nous aujourd'hui, et grâce auquel d'ailleurs une bonne partie de cet exposé a pu être préparée et développable. Un vice-président économie, c'est-à-dire votre serviteur, à profil capital investissement, capital risque, développement d'entreprise vers la cession ou vers la bourse, et finances en général. Et puis les moyens d'une politique de soutien volontariste sont maintenant en place. Nous pouvons soutenir donc l'entreprise avant son décollage. J'ai parlé de la pépinière, des bureaux et des ateliers relais locatifs. Nous avons des aides financières qui jouent dès les premiers investissements, donc la création est un des faits générateurs de l'aide de la communauté de communes. Les autres faits générateurs étant du même genre, création, mais aussi reprise, mais aussi extension, création, nouvelle implantation. Les aides en question, de 30% de l'investissement éligible pour les
pour l'industrie et de 20% pour le commerce sont plafonnés à des sommes qui ne sont pas négligeables pour une petite communauté, puisqu'il s'agit de 30 000 et 20 000 euros respectivement pour l'industrie et pour le commercial. Mais si nous avions la chance d'avoir l'implantation d'une grande entreprise ou une filiale de grande entreprise venant s'implanter, qui elle-même créerait pas mal d'emplois, à ce moment-là, libre négociation avec les communes, avec la communauté de communes pour ce qui concerne l'aide, autrement dit, sans plafond, illimité. Voilà, je veux dire, une aide qui n'est pas aujourd'hui plafonnée, qui pourrait être très considérable pour une implantation qui en vaudrait la peine en volume. Je viens donc d'en parler, là c'est ce que l'on voit sur le transparent, sur la diapo que vous avez sous les yeux. Le mètre carré de nos zones d'activité est à un prix d'immobilier rural qui est dans les environs de, si ça dépend, il y a plusieurs zones, mais de 6 euros le mètre carré, ce qui est effectivement peu conséquent. En contrepartie de l'éloignement, il y a le fait que la médiatisation qui a plus que démarré de l'activité du Menet peut créer le début d'une labellisation. Alors bien entendu, je suis conscient du propos et de ce qui peut avoir de cocasse si je dis que c'est une sorte d'effet Silicon Valley, bien entendu, mais je veux simplement dire par là qu'il y a un effet de référence et d'image que peut indiquer la diapo que vous avez sous les yeux. On peut accompagner l'entreprise aussi après son décollage avec les mêmes aides, mais avec, une fois passée la période de pépinière, du locatif, même hors de la pépinière, un peu plus onéreux, mais voilà, de niveau rural aussi, comme prix, avec des possibilités de location-vente qui permettent d'échelonner d'une manière plus acceptable pour l'accompagnement d'une entreprise l'investissement immobilier, donc location qui peut progressivement se transformer en acquisition d'actifs. Et puis, nous veillons, malgré c'est pas que nous veillons, nous arriverons, c'est certain désormais, malgré le caractère un peu isolé au fond de la Bretagne de cette communauté de communes, à être parmi les prioritaires, pas les seuls prioritaires, mais parmi les prioritaires en Bretagne, quant à l'installation de la fibre. Nous sommes déjà dans la zone d'activité principale, celle de la pépinière, dans la commune du Gouret, à très haut débit, sans difficulté et avec une desserte très satisfaisante. Maintenant, dans la phase fibre optique, où la région Bretagne et le département Côte-d'Armor sont extrêmement positifs et moteurs. Les installations de Kermenay, de nos zones d'activité, également des bâtiments publics de notre communauté de communes, j'entends des bâtiments de gouvernance, mairie, communauté de communes elle-même, sont classés dans les prioritaires. Juste une petite note cocasse sur la vidéoconférence. J'avais voulu faire nos sièges, nos bureaux sont à Montreuil, 100 000 habitants, c'est la 4e ville de Seine-Saint-Denis. J'ai cherché dans toute la ville de quoi faire de la vidéoconférence avec la Bio-Vallée, c'était pas avec le Menet, mais j'ai pas trouvé. Donc des fois, il y a un décalage. Alors, puisque nous sommes dans le cocasse, je dirais que j'ai demandé il y a un an quand même, depuis ça s'est amélioré, pourquoi sur les 2 équipements de visioconférence dont nous disposons, aucun n'avait l'air de servir jamais. La réponse a été, eux, on n'a pas trouvé de salle dont la porte ferme à clé, et eux, on n'a pas envie qu'on nous les pique. Enfin bon, pour le moment, en tout cas, l'équipement peut faire face à un taux d'utilisation et taux d'activité très nettement supérieur, et peut donc très aisément se partager avec un certain nombre d'entreprises. Enfin, oui, je crois que c'est enfin, le marché local est très sensibilisé, c'est clair, hein, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été développé sur place et toujours de manière très interactive, avec participation des personnes du territoire. Il est clair que le marché n'est pas gros, nous ne sommes pas nombreux, mais les gens de la communauté de communes et des communautés de communes voisines, grâce un peu au rayonnement induit par notre activité, sont plus portés que d'autres à aller se renseigner pour savoir comment améliorer l'isolation de leur maison, le rendement énergétique de leur chauffage, leur système de chauffage, comment faire des économies d'énergie, d'autant plus qu'ils sont accompagnés bien sûr de conseils en énergie partagée, d'espace info-énergie, etc., sont plus portés que d'autres à investir et à avancer dans ce domaine-là, ce qui peut éventuellement être un soutien aussi pour une entreprise qui s'installe. En même temps que le support du marché, il y a le support que donnent, on l'a déjà dit, divers partenariats comme le réseau TEPOS, où
le fait même que l'on ait une dominante thématique affirmée pour notre secteur. Voilà, donc il est évident que ce que on vient de dire au partenariat montre que l'égocentrisme de ce propos est prêt à se changer en contact et en dialogue et en ouverture pour tous ceux d'entre vous qui souhaiteraient soit maintenant, soit au stand de TEPOS à côté du grand stand sur la transition énergétique en hall 4, pourraient nous permettre de continuer la conversation. Merci. Alors si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, on peut faire circuler un micro là, si ça vous dit. Bonjour, Alexis Charrier. Je me posais une question au niveau de la consommation de vos bâtiments. Est-ce que vous faites aussi des actions pour tout ce qui est économie d'énergie, d'un point de vue au niveau peut-être des industriels et peut-être au niveau plus des particuliers? Alors, merci. On entend toujours là, oui, ça reste branché. Oui, bon, oula, oui, ça marche trop bien. Clairement, et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir indiqué, clairement, on est parti à l'envers. On est parti contrairement à la plupart des autres territoires engagés dans des efforts énergétiques vers la production d'énergie renouvelable et non pas vers l'économie d'énergie. Pourquoi? C'est parce que, ainsi que je l'avais indiqué tout à l'heure, dans le processus chronologique de tout ça, on n'a pas eu tout d'un coup une conversion en faveur du sauvetage de la planète, bien que ça nous soit venu depuis. Mais on n'a pas eu une conversion écologique ou environnementale en route. On a simplement conduit la réflexion, mais si Kermenay avait de graves problèmes, qu'est-ce qu'on deviendrait? Parce qu'il y aurait du jour au lendemain plus d'emploi du tout. C'est donc une réflexion de type création d'activités, création d'emplois qui a été la première pente. C'est par là qu'on est vraiment parti. Et c'est maintenant seulement, maintenant je veux dire depuis environ 2 ans, qu'on aborde vigoureusement le volet économie d'énergie, avec heureusement quand même un début de réalisation. C'est-à-dire que nous avons lancé un projet qui en est au stade de permis de construire. Donc le plan des bâtiments existe, le système est choisi, et les lieux d'implantation sont déterminés. Permis de construire pour d'abord 15, puis ensuite 20 autres et au total 35 pavillons de logement social, groupés par 2, par 3, groupés pour des raisons énergétiques, et qui vont fonctionner à partir d'un système qui n'est pas foudroyant, mais qui est pour la France une tentative tout à fait nouvelle à la suite d'un voyage d'études que nous avons fait en Bavière il y a 2 ans. Là a été mis en œuvre un système de thermos, si je puis dire. On réinvente l'eau chaude. On fait que le soleil chauffe l'eau chaude. C'est pas très original, c'est thermique. Mais cette eau est stockée dans un ballon de 4000 litres, dans un ballon de 4 mètres cubes par logement de 3 pièces. Et selon la façon finalement, pas si simple que ça, dont l'eau est injectée ou ressortie du haut ou du bas ou du milieu du ballon, en fonction des courbes de température du haut, du milieu et du bas et de la température extérieure, alors on peut faire durer la réserve thermique de cette pile, de ce thermos, aussi longtemps que la maison traverse la période, enfin, dans toute la période où il est nécessaire de chauffer. Et nous chauffons, nous allons chauffer, puisqu'ils sont en cours de démarrage, ils ne sont pas encore construits, ces pavillons, selon modèle d'un ingénieur architecte, Georg Dasch, que nous avions rencontré ensemble en Bavière, les 15 premiers pavillons de cette série de 35. On verra ensuite, selon la façon aussi dont ça va fonctionner, selon la façon dont réagissent les habitants, si les 20 autres logements seront conçus selon le même système ou pas. De même, on a engagé évidemment des conventions avec les États, avec les collectivités, les organismes qui financent les subventions et aides pour compenser la précarité énergétique. Donc il y a une action vigoureuse pour que les personnes ayant financièrement des revenus insuffisants pour remettre à jour leur chauffage puissent être aidés et s'équiper. De même aussi, bon, il y a un travail en cours, mais rien de bien original. On est plutôt en retard sur les autres à ce sujet-là pour la rénovation de l'habitat ancien. Voilà, parce que nous avons beaucoup de maisons 19e, granit, 19e siècle dans nos bourgs.
Juste un point sur les bâtiments. Enfin, effectivement, depuis il y a un petit moment qu'on chauffe l'eau avec le soleil, hein. Mais personne n'a fait des maisons comme ça, hein. Enfin, solaire, sauf ponctuellement, mais personne n'a un programme de généralisation de ces maisons-là en France aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait pilote. Cela dit, et sur le commentaire sur la rénovation, il y a vraiment une dynamique, en particulier dans les territoires ruraux, et pour une question de ressources. C'est-à-dire que les projets énergie renouvelables, généralement, sont générateurs de ressources qui, après, permettent d'engager des politiques d'économie d'énergie. Donc, c'est plus une logique vraiment un peu de réalité budgétaire qui fait que ça se fait dans l'autre sens, entre guillemets, par rapport, enfin, moi qui suis membre, par exemple, de l'association Néguéret, par rapport à la Doxa qui dirait qu'il faut d'abord diminuer les consommations. Alors, diminuer, oui, sur des efforts de comportement, d'organisation, etc., mais sur des choses structurantes comme la rénovation des bâtiments qui est très chère et mal financée aujourd'hui, c'est un peu problématique. Mais cela dit, on est à 1 gigawatt-heure dans le programme et on va multiplier ça par 20 d'ici à 2020. Donc effectivement, c'est prioritaire dans les années à venir. Oui, alors j'avais deux questions. L'une concerne, vous avez parlé de l'unité de méthanisation, Oui. et qui concerne 30 exploitations agricoles. Alors je voulais simplement savoir, la méthanisation, on peut en faire à partir de plein d'éléments, de ressources. Est-ce qu'il s'agit exclusivement de lisier ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que j'imagine qu'à travers 30 exploitations agricoles, il y a des ressources diversifiées. Bon, c'est une première question. Et la deuxième, je dirais, impressionné par le fait que l'origine du développement du projet soit venue de la base chez vous, que ce ne soit pas les élus qui aient mobilisé la population, mais plutôt l'inverse. Donc vous pourriez un petit peu... j'ai du mal à le comprendre, parce que moi je suis d'un territoire rural, de montagne, massif central, etc., et où exploitation agricole, plutôt élevage bovin, mais c'est vrai que la sensibilisation de la base est extrêmement faible. Bon, voilà. Bien, effectivement, sur la première question, un peu sommairement, on a cité 30 exploitations agricoles parce que celles qui se sont groupées explicitement, ostensiblement pour lancer un projet et travailler ensemble sur le développement de l'opération sont une trentaine. Mais bien sûr, de fait, l'origine des matières est variée et ce n'est pas forcément en provenance uniquement de ces 30-là. Alors quand je dis variée, je pense très spécifiquement à l'espèce de synergie interne au territoire faisant intervenir Kermenay, c'est-à-dire la grosse entreprise agroalimentaire d'abattoir et de transformation de la viande, dont évidemment une bonne partie des déjections se trouve réutilisée dans le cycle de méthanisation. En gros, moitié-moitié. Hein. Moitié des bouts d'abattoir de Kermenay, moitié essentiellement des lisiers quand même agricoles. Hein. D'autre part, donc sur la seconde question, l'implication des élus. En réalité, c'est bien quelqu'un... Alors, pardon, j'ai peur de dire une bêtise parce que je ne sais pas s'il a été élu avant ou après avoir commencé à mobiliser la population, mais il y a bien eu quelqu'un, une personnalité particulière, un catalyseur. Je pense qu'il faut effectivement très souvent quand même un catalyseur. C'est cependant lui qui a mis en service sur notre territoire cette fameuse phrase « la marmite chez nous commence toujours à bouillir par le bas », même si lui a un petit peu catalysé le haut. En réalité, c'est un homme du pays, de la commune de Saint-Gilles-du-Menez, qui est vraiment un personnage et un cas. Mais lui-même n'est pas sans... sosie et sans quelques autres agriculteurs du Menez qui ont joué un rôle ensuite à peu près égal au sien. Donc cet homme était à la fois un animateur rural, un homme de terrain par nature, mais aussi un universitaire, un sociologue, élève, et il ne s'en cache pas, du père dominicain Lebray, du père Lebray, sociologue connu du milieu du XXe siècle. Je cite spécialement ce dominicain parce que mon animateur du Menez, Paul Houet, est en plus prêtre et a été pendant 3 mandats maire PS de sa commune. Voilà le bonhomme. Il a été le catalyseur de tout ça. Il est en forme et il vient de présenter avec nous dans une réunion récente, d'il y a 10 jours, le bouquin qu'il vient de lancer, qui retrace toute l'aventure du Menez depuis les années 60. Il a fallu effectivement ce catalyseur, mais les élus sont très présents aussi. Je dirais qu'autour de Paul Houet s'est fait un noyau qui a créé un comité d'expansion, un des tout premiers comités d'expansion. Et puis ensuite, je dirais que le relais est pris par la Comcom maintenant, par les élus maintenant. Pardon, Yannick, oui.
Non, c'était juste pour dire qu'on est arrivé à 16h, donc on va pas s'attarder. Ah oui. Peut-être une dernière question. Oui, j'avais une question. En plus, c'est un peu une blague. Vous dites, quand vous parlez des territoires à énergie positive, vous faites allusion plutôt à des territoires ruraux. J'aimerais savoir si ce ne serait pas possible de penser ces territoires à énergie positive pour des espaces urbains, pour les villes. Et alors, la blague, ça serait de valoriser le tout à l'égout aussi bien que le lisier dans les territoires ruraux. Une réponse très simple par rapport à ça. Est-ce que les villes produisent via l'agriculture leur alimentation ? Non, et moi j'ai tendance à dire que c'est pareil pour l'énergie. C'est-à-dire que quand on est sur une conversion vers un modèle 100% renouvelable, il faut avoir des ressources. Et quand on est en ville, on balaye les énergies renouvelables rapidement, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire ce qu'on a. C'est généralement pas à la hauteur des consommations des territoires urbains. Et ce que les territoires urbains doivent faire avant tout, c'est des économies d'énergie drastiques, en particulier sur les questions de mobilité pour lesquelles elles sont assez bien structurellement dotées pour trouver des solutions. Et puis les économies d'énergie dans le bâtiment via leur capacité financière sans doute au prorata des habitants un peu plus supérieur aux territoires ruraux. Je remercie Yannick d'avoir répondu à ma place. Il faudra qu'on continue à travailler ensemble et à parler en tandem parce qu'il pressent les moments où je ne saurais pas du tout répondre. Effectivement, les agriculteurs m'ont appris énormément de choses, m'ont pas transformé en technologue. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce qu'on peut faire avec les égouts des villes ? Il valait mieux que quelqu'un intervienne à ce moment-là. Bon, merci beaucoup à tous de votre attention et je regrette que l'heure soit arrivée. Voilà. Oh, une question. Oui, d'accord. Alors, moi, je vous laisse gérer le temps. Hein. Vous nous virez quand vous voulez. D'accord. Juste une petite précision à votre question, parce qu'il y avait la ville de Fribourg en Allemagne, ils ont fait une analyse, est-ce qu'ils seront capables d'arriver à 100% énergie renouvelable d'ici 2050 ? Et les résultats étaient non. Mais par contre, avec les deux départements voisins, ils sont capables à le faire. Donc si les communes et les villes travaillent ensemble avec les départements voisins, on va y arriver. Une unité clé, la densité, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc si on a un pôle urbain, y compris un peu gros, et qu'on travaille sur une échelle vaste, c'est envisageable, certainement. Danke Ihnen vielmals für Ihre hoffnungsvolle Hilfe. Merci beaucoup à tous. Une petite dédicace au traité de l'Élysée, merci. Merci beaucoup d'être intervenu.